Bonjour à tous. Dans cette vidéo, qui fait suite à la vidéo plantes et vie fixée, nous allons voir comment les plantes fabriquent leurs fleurs et comment ça leur permet de coloniser l'environnement et de maintenir l'espèce. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer cette vidéo sur la reproduction sexuée des plantes, rappelons le cycle de vie du petit pois que vous avez vu en 6e. Donc nous avons ici une graine, la graine germe. Nous allons avoir deux éléments blancs qui permettent de nourrir la plantule, ce sont les cotylédons. Les cotylédons donc vont s'écarter et laisser apparaître les premières feuilles qu'on l'on voit ici. Hop, des jolies feuilles. Alors, ces feuilles, donc, verdissent et grandissent, c'est important. Ce sont elles qui vont permettre de capter l'énergie du soleil. À ce moment-là, quand la plante a atteint son stade adulte, on parle de plant. On dit le plant de haricot fleuri, donc il va faire ses petites fleurs ici. Alors je les mets en jaune, mais elles sont plutôt blanches. Voilà, donc là maintenant le plant est adulte, il entre dans sa phase de reproduction. Donc les fleurs produisent quoi? Elles produisent des fruits qui ici ont une forme de gousse et les fruits contiennent des graines et le cycle de la vie recommence. Donc nous avons plusieurs périodes. Nous avons la période de croissance. Et ici, la période de reproduction. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est cette phase-là. Si on essaie de comprendre le rôle joué par chacun des éléments situés dans la fleur, donc nous avons ici les pétales, et au centre de la fleur, nous avons l'élément ici que l'on appelle l'élément femelle, c'est le pistil, et nous allons avoir des éléments mâles qui fabriquent le pollen, ce sont les étamines. On travaille sur des fleurs de cerisier. Si on enferme une fleur de cerisier totalement fermée dans de la gaze. Alors la gaze, c'est ce que vous appelez les compresses. Donc on a de la gaze ici très fine, c'est imperméable, ça va empêcher les pollens de passer. On ne va donc laisser que les étamines avec le pollen d'une même fleur et le pistil d'une même fleur. Je vous rappelle que le pistil contient les ovules. Donc on enferme la fleur et on obtient une cerise avec un noyau. Si maintenant nous reprenons cette fleur, que nous lui coupons ses étamines et que nous laissons uniquement le pistil, nous n'obtenons pas de cerise. Donc nous avons ici la preuve qu'il est nécessaire d'avoir à la fois les éléments mâles et femelles pour produire un fruit. Si on regarde de plus près ce qui se passe dans la fleur, sur le sommet du pistil, au niveau de ce qu'on appelle le stigmate ici en rose, on va voir des petits grains de pollen ici en orange et jaune qui sont collés. Alors, le pollen est un transporteur de cellules reproductrices. Quand il va se déposer sur le stigmate, il va germer et produire un tube pollinique. Donc là, vous avez un grain de pollen et vous avez un tube pollinique. Alors, j'ai fait mon zoom et regardez à l'intérieur du tube pollinique, on distingue deux cellules reproductrices. Ce tube pollinique va creuser ici, pour descendre tout à la base du pistil pour chercher les ovules. Alors, certains pollens sont lisses, comme celui-ci, c'est du pollen de lys, LYS. Alors ce pollen est transporté par le vent. Donc ce grain de pollen possède deux noyaux reproducteurs, mais également, et là on ne le voit pas, puisque ça occupe tout le volume du pollen, il y a une énorme cellule qui va être à l'origine d'un tube qui va creuser le pistil pour que les noyaux reproducteurs puissent rejoindre l'ovule. Donc ici nous avons au microscope un pistil en courbe. Alors la lame est assez vieille, hein. Tout ce que vous voyez autour c'est la paraffine qui a craquelé, donc on s'en occupe pas. Vous avez donc ici le stigmate qui est couvert de grains de pollen et les grains de pollen et leur tube pollinique ont été colorés en rouge. Et vous voyez que le pistil est traversé par des tubes rouges qui vont descendre à l'intérieur de sa structure pour atteindre donc les carpelles avec les ovules. Donc là bien sûr ici ils n'y sont pas puisque c'est un montage uniquement de pistil et de tubes polliniques. Ici, nous avons un montage de pollen de cèdre dans de la glycérine. Nous sommes au grossissement 40. En passant au grossissement 100, on s'aperçoit que les grains de pollen ont une forme particulière. C'est comme s'ils avaient sur les côtés deux petits coussinets. En fait, ce sont des ballonnets remplis d'air qui vont permettre aux grains de pollen d'être transportés facilement par le vent. Donc ici, le cèdre est une plante anémogame, anémo-vent, gamme, gamète, c'est-à-dire une plante dont les gamètes sont transportées par le vent. Donc ici, nous voyons très bien les deux petits ballonnets sur les côtés. On ne voit pas les noyaux reproducteurs parce que je n'ai pas mis de colorant. Si ce grain de pollen avait possédé des crochets pour s'accrocher sur les animaux, il serait donc zoogame. Ici,
j'ai un pollen d'hibiscus et vous voyez que ce grain de pollen possède plein de petits picots. En fait, il va s'accrocher sur les insectes pollinisateurs pour être transporté. Donc on résume au niveau des grains de pollen. Donc pour une plante zoogame, le grain de pollen va être constitué comme tous les grains de pollen d'une cellule à l'origine du tube pollinique. C'est donc une grosse cellule avec son noyau. Cette grosse cellule va être entourée par une paroi de protection qui va être ici déformée en crochet permettant au grain de s'accrocher sur un animal, que ce soit un insecte, un mammifère ou autre. Alors ceux qui sont en spé, vous avez étudié la structure des grains de pollen plus en détail avec l'exine, l'intine. C'est pas le but ici, c'est une vidéo d'oubli. Et donc, dans ce grain de pollen, il y a les deux cellules spermatiques qui possèdent un très gros noyau. Et souvent, au microscope, d'ailleurs, on ne distingue que les noyaux parce qu'en fait, la coloration se fixe au niveau des noyaux. On ne voit pas la délimitation des membranes des cellules spermatiques. Donc ici, à retenir que pour une plante zoogame, la paroi de protection va être couverte de crochets permettant la fixation sur les poils et les plumes des animaux. Donc contrairement à un pollen zoogame, on va avoir pour un pollen anémogame une paroi lisse et on va prendre le plus connu des exemples. Vous le reconnaissez, c'est le pollen de cèdre avec donc ici ces deux ballonnets qui sont remplis d'air et qui permettent donc au pollen d'être léger, d'être transporté facilement par le vent. Bon, à l'intérieur, c'est la même chose. Alors, si on essaye de comprendre comment fonctionne le grain de pollen et son fameux tube pollinique, on peut faire une expérience. On prend de la gélose, on creuse 3 rangées. Au centre, dans la rangée B, on va mettre des grains de pollen bien alignés. Dans la rangée A, on va mettre des fragments de pistil et dans la rangée C, on ne met rien du tout. Vous constatez que les grains de pollen situés à proximité des fragments de pistil ont des tubes polliniques qui poussent tous bien droit en direction des fragments de pistil. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de fragments de pistil et comme par hasard, les grains de pollen ne germent pas tous et ceux qui germent ont un tube pollinique qui pousse dans tous les sens. Donc ici, on a la preuve que les fragments de pistil attirent les tubes polliniques pour favoriser la rencontre des cellules reproductrices que contiennent les grains de pollen avec les ovules situés dans le pistil. Ici, nous avons une coupe transversale qui a été réalisée dans un ovaire d'une fleur appelée la margose. Alors, si je redessine le pistil, il ressemble à ça. Et bien en fait, on a fait une coupe ici. Et on a regardé comme ça, à l'intérieur. Voilà. Oui, c'est mon petit œil, ça. Il n'est pas super génial, hein, mais c'est censé être un œil. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des séparations, il y a des loges et à l'intérieur de ces loges, on observe des ovules. Donc il va bien falloir que le grain de pollen qui se dépose là creuse avec son tube pollinique pour aller chercher les ovules qui sont au fond. Donc pollinisation et fécondation, on va voir ici un pistil constitué des 3 parties, le stigmate qui est gluant, collant, le style allongé et l'ovaire. Donc dans l'ovaire, nous avons des loges appelées carpelles qui contiennent donc les ovules. La difficulté, vous l'aurez compris, c'est donc que le grain de pollen, lui, va se positionner sur le stigmate et va donc avoir un problème parce qu'il faut que les noyaux reproducteurs du pollen entrent en contact avec un ovule. Et c'est là donc que la cellule ici va germer, va creuser un petit tube. Ce tube, au fur et à mesure, va descendre, creuser, avancer, va chercher un chemin jusqu'à ce qu'il puisse pénétrer à l'intérieur d'un ovule. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce chemin, c'est un chemin, une autoroute pour que les cellules spermatiques, en tout cas leur noyau, puissent circuler et descendre jusqu'à l'ovule. Et donc, il y en a un forcément qui va féconder l'ovule, premier arrivé, premier servi. Et donc, une fois que la fécondation a eu lieu, vous l'aurez compris, cette partie-là, elle va disparaître, elle va sécher. Et cette partie-là, vous reconnaissez, elle va grossir et va donner donc le fruit avec à l'intérieur les graines. Donc bien sûr, les abeilles sont les principaux insectes pollinisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont transporter les grains de pollen. Vous voyez tous les grains de pollen sur la patte et l'abdomen de l'abeille. Donc l'abeille est attirée par le nectar produit à la base des pétales. Et une fois qu'elle sera rentrée dans la fleur pour boire ce nectar, elle va se frotter sans faire attention aux étamines. Elle va récupérer du pollen et le transporter ainsi de fleur en fleur. Nous avons ici une abeille en train de visiter une fleur de sauge. On reconnaît très bien ici un pétale, en bas un autre pétale. Et là ici, regardez, sur le côté, nous avons un élément courbé. Et nous en avons un autre ici qui vient de l'intérieur du pétale. Et qui au bout, regardez, on va faire un zoom. Voilà, c'est un petit peu jaune. Ici, nous avons une étamine
qu'on appelle une étamine basculante, car à l'origine, elle est logée à l'intérieur de ce pétale, regardez la courbure, et quand l'abeille vient à l'intérieur de la fleur, elle crée une pression qui va faire basculer cette étamine vers le bas, et cette étamine va venir frotter le dos de l'abeille et elle va bien sûr y déposer du pollen. Et quand l'abeille va sortir et aller visiter une autre fleur, au passage, quand elle va venir, elle va se frotter ici contre le pistil qui va récupérer du pollen. Voici le schéma d'interprétation de ce que je viens de vous expliquer. On retrouve ici le pétale, par transparence la position du style du stigmate, c'est-à-dire de l'extrémité du pistil. Nous avons ici l'étamine basculante et donc quand l'abeille vient insère sa tête pour aller boire le nectar qui est fabriqué au fond de la fleur, elle va appuyer avec sa tête sur un mécanisme à la base de l'étamine qui va la faire basculer pour qu'elle vienne toucher l'abdomen et déposer le pollen. Et vous avez ici la photographie de l'extrémité du pistil qui contient donc tous les grains de pollen qui ont été déposés par frottement par l'abeille au moment où elle est passée. Donc dans cette relation entre la sauge et l'abeille, on peut parler de coévolution. Il n'y a pas un être vivant qui a évolué pour l'autre, les deux ont évolué ensemble. Pourquoi? Parce qu'un jour, une abeille a réussi à venir butiner dans cette fleur de sauge, les glandes à nectar étaient au fond, elle a réussi à boire, et en buvant ce nectar, il se trouve qu'elle s'est retrouvée couverte de pollen. Donc le nectar étant ici, elle était obligée de rentrer, de pousser l'étamine, et cette étamine basculante est venue toucher son abdomen. Donc si on considère que c'est un mécanisme d'évolution, cette étamine qui est peut-être à l'origine une anomalie de fabrication, s'est retrouvée donner un caractère avantageux à la fleur, effectivement, car quand l'abeille rentre, elle dépose forcément son pollen. Donc ici, on a une relation qui s'est installée entre les deux espèces. Alors, encore une fois, ce n'est pas volontaire, c'est le hasard, mais ce hasard est favorisant, ce qui fait que de génération en génération, comme il n'y a quasiment que du pollen de ces fleurs de ce type-là, imaginons dans la population, on avait des fleurs de sauge qui n'ont pas d'étamine à bascule. Celle qui va mieux se reproduire, c'est celle qui arrive à coller son pollen sur l'abeille. Donc forcément, de génération en génération, il y a de plus en plus de fleurs de ce type. Donc globalement, on parle de coévolution parce que les deux espèces interagissent entre elles. Et donc, si les abeilles ont pu interagir avec la sauge, c'est parce qu'elles possèdent un appareil buccal qui possède une sorte de langue. Ici, au niveau des pièces buccales, on voit très bien cette langue appelée le labium, et qui permet donc à l'abeille de venir boire le nectar. Ça n'aurait pas pu fonctionner par exemple avec le papillon. Le papillon, lui, va avoir des pièces buccales bien différentes. Ici donc, vous avez une fleur qui produit son nectar tout au fond de cette espèce de cul-de-sac. Donc forcément, l'abeille, elle ne peut pas y aller. Donc on va avoir ici une fleur qui ne peut être pollinisée que par un insecte qui possède un appareil buccal adapté. Et c'est le cas donc de ce papillon. Si on regarde la tête de ce papillon, on s'aperçoit que sa pièce buccale, en fait, est une trompe. Et c'est ce qu'on appelle ici, donc toujours un appareil lécheur, parce qu'il permet de lécher le nectar. Mais cette trompe n'a pas donc la même forme, cette langue, puisque c'est toujours le labium. Cette langue a plutôt la forme donc d'une trompe pour aller lécher. Alors, elle n'aspire pas. Hein. Voyons comment est organisé l'appareil reproducteur des plantes à fleurs, c'est-à-dire la fleur. Alors, on est en plein hiver. Ouais, voilà, j'ai mal calculé mon coup. J'ai pas de fleur de bignonne à vous présenter. Cette fleur est idéale pour la dissection. Donc, quand on regarde la structure de cette fleur, on part de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, vers l'extérieur, on a ces petits éléments-là qui semblent être finalement des parois de protection de la fleur quand elle était fermée, quand elle était en bouton. Ensuite, nous avons les éléments colorés, les pétales, et à l'intérieur, nous avons les éléments reproducteurs mâles, ici les fameuses étamines, et au centre, le pistil, l'élément femelle. Donc quand vous allez faire votre dissection, vous prenez votre pince, une pince fine, et vous allez enlever les éléments en partant de l'extérieur, et progressivement, vous allez les détacher en allant vers l'intérieur. Et au fur et à mesure que vous disséquez votre fleur, vous disposez ces éléments en cercle. Donc ici, j'ai retiré les 5 sépales, les éléments les plus extérieurs, ceux qui protégeaient la fleur quand elle était en bouton. Ensuite, les 5 pétales, donc je les dispose tels qu'ils sont posés dans la fleur. Et ensuite, donc, les étamines
qui ici sont accrochés au pétale. Alors vous voyez, il m'en manque un là. Et puis donc le pistil central ici. Donc là, vous avez fait votre dissection florale, vous avez tout maintenu avec du scotch. Il va falloir représenter ça sous forme de schéma. Pour la formule florale, je dois d'abord déterminer si la fleur est une fleur à symétrie axiale ou à symétrie bilatérale. Qu'est-ce que ça signifie? Je m'entends, une symétrie axiale, vous avez un axe central et quel que soit l'axe que vous mettez, vous aurez toujours la même symétrie. Par contre, une symétrie bilatérale, c'est techniquement, je coupe en deux ma fleur et j'ai une symétrie bilatérale. Je ne vais pas vous apprendre vos cours de maths. Donc c'est le cas ici. Donc pour signaler une symétrie bilatérale, il y a un code, on utilise la lettre Z. Si c'était une symétrie axiale, on mettrait une lettre A. En fait, c'est Z pour zygomorphe. Zygomorphe, ça signifie symétrie bilatérale. Si c'était une fleur à symétrie axiale, on dirait une fleur actinomorphe, on mettrait un A. Donc ici, j'ai une symétrie bilatérale. Je vais donc commencer ma formule par un Z. Z, 2 points. Ensuite, je vais donner tous les éléments de ma fleur. Les sépales, j'en ai 5. Donc, je vais mettre 5 S. Plus, j'ai quoi? 5 pétales, 5 P. Plus, combien d'étamines? 5 étamines. Plus, combien de pistils? Et c'est là le piège. J'ai un pistil. Mais le pistil, qu'est-ce que c'est? C'est l'élément femelle. Et en fait, il faut couper et regardez combien il y a de loges à l'intérieur. Les loges s'appellent les carpelles, ce sont les ovaires en fait. Il faut compter le nombre d'ovaires. Donc ici nous avons 2 carpelles. Donc pour le faire, il faudrait une loupe binoculaire, une petite lame de rasoir. Donc ici 2 carpelles. Maintenant attention, mes étamines sont accrochées aux pétales et ça dans ma formule florale, je dois le signifier. Je vais donc rajouter des crochets pour signaler que pétales et étamines sont ensemble. Je vais devoir également signaler si mes carpelles, c'est-à-dire mes ovaires, sont supers ou infères, c'est-à-dire s'ils sont situés au-dessus de l'insertion de la fleur ou en dessous. Je m'explique. Voici une jolie petite fleur, bon elle est un petit peu fanée. Si mes ovaires sont situés au-dessus des pétales, mes ovaires vont être supers. S'ils sont situés en dessous des pétales, ils vont être infers. Comment est-ce qu'on le voit? On va le voir très facilement. Alors vous allez me dire là c'est facile, c'est triché, elle a déjà pris le fruit. Ici, c'est un fruit de rose. Et là, j'ai les anciens sépales de la fleur et vous voyez que le fruit s'est formé dessous. Ici, j'avais les ovaires qui étaient infers. Ils étaient situés sous la fleur. Alors que dans le cas du pissenlit, par exemple, tous mes ovaires sont situés au-dessus. Là, j'ai en fait des fruits. Hop. Chaque graine était formée dans un ovaire. Et là, j'ai mes anciens sépales. Donc, tous mes ovaires sont situés au-dessus des sépales. Donc là, j'avais des ovaires super. Donc, quand l'ovaire est infère, on met un trait sous le C. Quand l'ovaire est super, on met un trait au-dessus. Donc, dans le cas de ma fleur de bignone, l'ovaire est super. Je mets donc mon trait au-dessus. Donc, on reprend. On met le nombre de sépales, le nombre de pétales, le nombre d'étamines. Alors, on va mettre A ou E. Ça dépend des codes. On met souvent E pour étamine. Si on met A, ça veut dire androcé. Androcé, c'est l'appareil masculin. Si on met G, c'est pour gynécée, l'appareil féminin. Donc, on met souvent C pour carpelle. Vous mettez donc ensuite un trait dessous si l'ovaire est infère, c'est-à-dire s'il est situé en dessous des pièces florales, ou on met le trait au-dessus si l'ovaire est situé au-dessus des pièces florales. On précise au début de notre formule si nous avons une plante zygomorphe ou actinomorphe. Alors, on peut mettre le A, le Z, on peut mettre aussi ce genre de symbole. Parfois, vous pourrez voir dans les formules florales qu'à côté du nombre de carpelles, on va préciser le nombre de loges et le nombre d'ovules par loge. Mais là, c'est vraiment très poussé, c'est pas du niveau terminal. Parfois, sur certaines fleurs, sépales et pétales n'existent pas, il n'y a qu'une seule série, c'est ce qu'on appelle les tépales. Et c'est le cas ici de cette fleur de clématite. J'ai là des éléments colorés et si je regarde dessous, je n'ai pas de petites pièces qui semblaient protéger la fleur quand elle était en bouton. En fait, j'ai qu'une seule série de pièces, c'est ce qu'on appelle les tépales. Ce ne sont ni des sépales ni des pétales. C'est un tépale. Donc faire une formule florale, c'est bien. Le mieux, c'est de faire un diagramme floral. Donc on va voir comment est-ce qu'on construit ce genre de schéma. Donc pour faire le diagramme floral, déjà avoir bien conscience des différentes parties de la fleur. À savoir que la fleur est toujours structurée sur 4 cercles qu'on appelle des verticilles. Le premier verticille, c'est le calice. Il correspond à l'ensemble des sépales. Le verticille suivant, c'est la corolle, c'est-à-dire l'ensemble des pétales. Le verticille suivant correspond au cercle sur lesquels sont installées les étamines, c'est-à-dire l'appareil reproducteur mâle qu'on appelle l'androcée. Ces étamines peuvent être libres ou soudées entre elles, comme c'est le cas ici, elles sont toutes soudées entre elles à la base. Et le dernier cercle central, le dernier verticille, s'appelle le gynécée ou pistil, c'est l'ensemble des carpelles. Et un carpelle, qu'est-ce que c'est ?
c'est stigmate style ovaire, c'est cet ensemble-là. Donc l'appareil féminin, l'appareil masculin, les éléments protecteurs des appareils reproducteurs et qui attirent les pollinisateurs, et l'ensemble des éléments protecteurs de l'appareil complet, c'est-à-dire les sépales. Donc par exemple, pour représenter cette fleur, ici cette fleur est en coupe, là elle est vue de dessus, le diagramme floral formé va être celui-là. Que signifient ces différents éléments? On va donc commencer par dessiner les verticiles, c'est-à-dire les cercles. On va positionner ensuite les sépales. Là, on les a arrachés. On essaye de respecter la position. Ici, les sépales n'étaient pas soudés entre eux. Donc, on a bien 5 éléments séparés. Si les sépales étaient soudés à la base, on aurait dessiné un petit trait qui reliait ces éléments verts. Ensuite, on dessine la position des pétales, on fait attention à leur position par rapport aux sépales, alors bien souvent ils sont alternés. Donc on dessine sur le deuxième cercle la position des pétales ici en jaune. Ensuite on s'intéresse au troisième cercle, les étamines, on repère leur position, on les dessine. Et enfin au centre, le dernier verticille, nous avons l'appareil reproducteur féminin. Et donc au centre on va dessiner maintenant les carpelles, c'est-à-dire les loges contenant les ovules. Donc il faudrait faire une coupe du pistil au rasoir pour voir combien il y a de loges, combien il y a d'ovules dans les loges et le dessiner. Si vous ne pouvez pas le faire le jour des ECE, c'est pas grave, vous faites du mieux que vous pouvez, ne vous inquiétez pas. Enfin, il va falloir repérer la position de la bractée qui va nous permettre de signaler la position de l'axe de l'inflorescence et on dessine ici la bractée. Donc si je dois maintenant transformer ma dissection en diagramme floral de ma fleur de bignone, je vais donc obtenir ceci. Donc le jour des ECE, vous devez le rendre sous forme de crayon de papier. D'accord? Donc là, je vais passer des couleurs pour que vous voyez bien. Donc les éléments les plus externes, c'est-à-dire les sépales, ceux qui protégeaient la fleur en bouton. Chez la bignone, donc j'en avais 5. Et voilà, il se trouve que mes 5 sépales étaient soudés à la base pour former une sorte de trompette. Donc je vais les relier par un petit trait pour signaler qu'ils étaient accrochés ensemble. Je vais m'occuper maintenant des pétales. Donc je vous rappelle que les pétales, j'en ai 5. Je vous rappelle qu'ils étaient soudés ensemble à la base pour former également une trompette. Et donc sur mon verticille, hop, je représente mes sépales. Et comme là, ils étaient vraiment beaucoup soudés en trompette, je les fais carrément toucher les uns avec les autres. Je m'occupe maintenant de mes étamines. Donc j'en avais 5. Je vous rappelle que j'en ai perdu une ici. Elles sont par contre soudées au niveau des pétales. La base des étamines est accrochée sur les pétales. Donc ça, il va falloir le signifier. Mes étamines vont être dessinées sur le cercle suivant, mais je dois faire un lien avec le cercle précédent. Donc ici, mes étamines, on les représente toujours de cette façon. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en fait, quand on fait une coupe d'étamines, on s'aperçoit qu'on a 2 loges qui produisent le pollen. Donc on coupe une étamine, ça a cette forme-là. Et je rajoute mon petit trait pour les accrocher. Alors ils étaient soudés au niveau de la jonction des pétales. Voilà pourquoi je les positionne ici. Si ma jonction se faisait au centre du pétale, j'aurais mis mon trait là. D'accord? Mais ce n'est pas le cas, elles étaient fixées à la jonction de 2 pétales. Voilà pourquoi j'en ai perdu une quand j'ai séparé les pétales, parce qu'elle n'était pas bien fixée. Et j'ai tout arraché. Maintenant la partie femelle avec les carpelles. Donc ici, il se trouve que chez la bignone, en faisant ma coupe au rasoir, j'ai trouvé 2 loges, donc 2 carpelles. Donc je dessine un cercle avec 2 loges à l'intérieur. Et dans chacune des loges, j'avais 2 ovules. Donc, je dessine mes 2 ovules. Voici mon diagramme floral. Maintenant, j'ai repéré l'axe de l'inflorescence. Ce qui veut dire que quand j'ai pris ma fleur, j'ai regardé où était positionnée la tige sur laquelle il y avait la fameuse bractée. Donc ici, la bractée, elle est composée. Ça, c'est une feuille, mais elle est découpée. D'accord? Donc ici, je positionne, j'avais cette fleur là, j'ai ma bractée qui est située là, donc je la dessine, voici ma bractée, ou si vous préférez l'axe. Ça veut dire que quand je tenais ma tige elle était là et ma fleur était devant. Et ma fleur était organisée comme ça par rapport à la tige, c'est-à-dire que je n'avais pas d'étamine en face de l'axe de la tige. Hein, je tiens la fleur par la tige et je regarde la position des éléments. Donc si on résume, ici nous avons une petite fleur qui s'appelle l'arabette des dames, qui est très étudiée en génétique botanique. Nous avons 4 sépales, 4 pétales, la position des 2 est alterne. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 étamines et nous avons un pistil composé de 2 carpelles. Donc quand on fait le diagramme floral, on a donc ces 4 verticiles et chaque verticille contient une catégorie de pièces florales. Or, on s'est aperçu chez l'arabette des dames que parfois il y a des fleurs à qui il manque des éléments.
Et on s'est même rendu compte qu'en fait, certains éléments, comme par exemple les pétales, étaient remplacés par d'autres, soit des étamines, soit des sépales. Et on a essayé de comprendre finalement qu'est-ce qui contrôlait la mise en place de l'appareil reproducteur, en tout cas ces différentes pièces. Et on s'est rendu compte que c'était contrôlé par des gènes dits de développement. Donc pour comprendre comment ces gènes fonctionnent, je redessine ici le diagramme. Ouais, bon, il est fait vite fait, hein, on s'en fiche. Donc si je regarde ma fleur. En fait, j'ai une symétrie bilatérale. Donc, si je prends cette partie de la fleur et que je l'étudie de l'extérieur vers l'intérieur, qu'on étudie les zones d'expression des gènes de développement, on s'aperçoit que sur les 4 verticilles, il y a une combinaison de 3 gènes qui s'expriment, le modèle ABC, donc les gènes ABC. Donc je prends mes 4 verticilles, V1 les sépales, V2 les pétales, V3 les étamines, V4 le carpel. J'obtiens donc ici, sur mes 2 territoires, une répartition symétrique des molécules contrôlées par ces gènes. Et vous pensez donc bien que s'il y a un des gènes qui est muté et qui ne fonctionne pas, il va manquer de certaines molécules dans la fleur et du coup, on va avoir des éléments qui vont disparaître. Car si on est censé avoir tous les éléments floraux quand les gènes s'expriment correctement, supposons par exemple que B ne s'exprime pas parce que B est muté, eh bien on va avoir disparition des pétales et des étamines. On n'aura que A et C, c'est-à-dire qu'on n'aura que des sépales et que des carpels. Et c'est pour ça qu'Arabidopsis thaliana est beaucoup étudié. Donc nous avons ici le diagramme floral de la fleur normale avec la fleur vue en coupe. Donc ici, on a bien tous les éléments. Donc je vais avoir A qui s'exprime, C qui s'exprime et B qui s'exprime. Par contre, si je prends ce mutant là, Arabidopsis thaliana mutant pistillata, si je prends sa coupe, regardez, je n'ai que des sépales, que des carpels. Je n'ai pas d'étamines, je n'ai pas de pétales. Ce qui veut dire que dans cette symétrie-là, je vais avoir A qui s'exprime. Je vous rappelle que pour avoir du sépale, il faut A. Je n'ai pas de pétales. Donc, je n'ai pas de B qui s'exprime. Je n'ai pas d'étamines. Je n'ai toujours pas de B qui s'exprime. J'ai des carpels. Donc, j'ai C qui s'exprime. Ce qui veut dire qu'ici, je n'ai que A et C. Donc, C et A. Voici les gènes qui s'expriment. Voyons maintenant le cas d'Arabidopsis thaliana dit Agamous. Alors lui c'est particulier, il n'a que des sépales et des pétales. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'au niveau des territoires d'expression des gènes, si on reprend les territoires, vu qu'on a que des sépales et des pétales, on n'a pas d'étamines, on n'a pas de carpel, ça veut dire que la combinaison B-C n'existe pas. À savoir donc est-ce que c'est B ou C qui n'est pas exprimé, et ben on sait que ça va être C. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de carpel dans cette fleur. Si dans cette fleur on avait des carpels, C serait exprimé. Or, on n'a pas de carpel, donc C n'est pas exprimé. Si on n'a pas C, ça veut dire qu'on n'a pas de combinaison BC, on ne peut donc pas avoir d'étamine. Ce qui veut dire qu'on a B et A qui s'expriment, ce qui explique donc que si on a B et A, on a des pétales, et si on n'a que des sépales, on a du A. Donc, au niveau des territoires d'expression dans cette demi-fleur, qu'est-ce qu'on constate donc? Qu'il n'y a pas d'étamine ni de carpel, que C ne s'exprime pas. Donc, si C ne s'exprime pas, A étant son territoire, à toute la demi-fleur. Alors bien sûr ça va être la même chose de l'autre côté. Et B garde lui sa zone d'expression. C'est pour ça qu'on a majoritairement les pétales ici et que ces pétales sont encadrés de sépales au centre et à l'extrémité. Bon alors on a ici des sépales au centre de la fleur. Bon, là, on rentre dans des choses encore plus compliquées que la niveau TS, mais globalement, à comprendre que cette fleur-là provient de l'absence d'expression du gène C. Le dernier mutant à voir, Arabidopsis thaliana dit apétala. Et donc, on est capable de travailler sur la structure de la fleur sans le diagramme floral. Allez, on coupe la fleur en deux. Territoire d'expression de gauche, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a du pistil, de l'étamine, du pistil. Ça veut dire qu'on est dans cette configuration-là. On a donc étamine, carpel. On a donc forcément que du B, du C et du C tout court. Donc si je redessine le territoire d'expression de la partie gauche, j'ai donc du C qui s'est étendu puisqu'il va prendre la place des sépales et des pétales. Et donc mon B garde sa place de territoire d'expression. J'ai donc bien du C tout seul qui donne du carpel, du B du C qui donne de l'étamine, du C tout seul qui donne du carpel. Et donc, de l'autre côté de la fleur, c'est pareil. J'ai mes zones d'expression de B qui sont respectées et les zones d'expression de C qui sont étendues. Et donc, l'étude des structures de fleurs nous permet de dire quel gène ne s'exprime pas. Donc ici, pour Apétala, c'est le gène de type A qui serait muté. On peut vérifier ça sur les codages sur Anagène. Et voici donc la comparaison d'un gène de classe A pour les 4 types de fleurs. Et vous voyez que tout est identique chez tous les mutants, sauf mutant Apétala.
nous avons effectivement une mutation avec ici une substitution de C par T. Une thymine à la place de la cytosine, ça suffit pour bloquer le gène A chez le mutant Apétala et c'est ce qui fait qu'on obtient cette structure. On avait dit pour Pistillata que c'était le gène B qui ne fonctionnait pas et donc effectivement quand on regarde, chez tous les mutants B est complet, identique à celui de la fleur normale, sauf chez Pistillata, on a encore une substitution de thymine à la place d'une cytosine. Et donc, pour le mutant Agamus, on avait dit certainement que c'était le gène C qui ne fonctionnait pas. Et effectivement, quand on regarde le codage du gène C chez Agamus, et bien effectivement, tous les autres ont les gènes C qui fonctionnent. Et ici, on a 3 substitutions à la suite. On a AAT au lieu de TGC. Donc, adénine, adénine, thymine au lieu de thymine, guanine, cytosine. Donc, la structure des fleurs est régie par des gènes de développement. Donc, voici un exemple de fruit. Alors, un fruit pour vous, c'est quelque chose de sucré qu'on mange. Un fruit, c'est produit par une fleur, ça contient des graines. C'est un pistil transformé. Ici, on va retrouver la forme d'un pistil. Et donc, ici, on devine les différents ovaires, les différentes loges qui contenaient les ovules. Et à la place des ovules, maintenant, on a, écoutez, des graines. Donc effectivement, ici, nous avons une gousse qui est très légère, qui provient d'un arbre tropical qui s'appelle le bois noir. Et cette gousse, en fait, va être entièrement transportée par le vent. Elle va tomber, être décomposée, et en se décomposant, elle va donc s'ouvrir et libérer les graines qui sont à l'intérieur. Voilà. Et donc la graine, elle, va germer pour donner un nouvel individu. Le bois noir est donc un arbre dont les fruits sont transportés par le vent et on dit que cet arbre pratique l'anémochorie. Donc anémo, vent, chorie, fruit, transport du fruit, anémochorie. Voici une autre gousse d'un autre arbre qui s'appelle le bringélier marron. Alors toujours tropical. Ici nous avons également une gousse, mais cette gousse elle va rester sur l'arbre, elle ne va pas être transportée. La gousse va s'ouvrir et ce sont les graines à l'intérieur qui sont des graines ailées qui sont transportées par le vent. Donc c'est toujours le principe de l'anémochorie, sauf que cette fois c'est la graine qui est transportée et non pas la gousse. Donc en Europe, il y a beaucoup d'arbres qui pratiquent l'anémochorie. Vous avez notamment les peupliers qui sont connus pour faire des graines chevelues, blanches, qui s'envolent par milliers quand c'est la saison. Le cas d'anémochorie le plus connu, c'est celui du pissenlit. Donc tous ces petits éléments en fait que vous aimez bien faire voler, c'est ce qu'on appelle donc des aigrettes. Donc ici vous avez la graine avec son aigrette, ce petit plumeau qui va lui servir de parachute pour être transporté par le vent. Et c'est pour ça que vous aimez bien souffler dessus. Donc vous voyez, vu le nombre de graines qu'il y a sur une fleur de pissenlit, il suffit d'un coup de vent. Et vous imaginez bien, là voilà, on voit très bien les traces de fixation des anciens carpels. Donc je vous rappelle en fait ici que chaque trou, il y avait un carpel. Et donc chaque graine correspond donc à un fruit. C'est un fruit sec qui va s'envoler. Et ici, nous sommes aussi dans un cas d'anémochorie. Dans le cas des fruits charnus à chair sucrée ou non sucrée, peu importe, chair comestible pour les animaux, nous sommes donc dans le cas de la zoochorie, donc transport par les animaux. Ici, nous avons un fruit qui se trouve en dessous des sépales, donc c'est un fruit infère, c'est un fruit de rosier. Et quand on l'ouvre, on voit à l'intérieur donc l'ancienne loge avec les anciennes ovules, donc qui sont devenues des graines. Et donc ici, la chair, c'est l'ovaire qui s'est transformé en fruit charnu pour être consommé par les herbivores. Nous allons voir maintenant une clémentine. Alors vous allez me dire, oui, une clémentine, on a l'habitude. Eh bien oui, vous avez l'habitude, mais essayons de comprendre ce que vous mangez. Regardez à l'intérieur ce que vous appelez l'écartier, rempli de pulpe que vous mangez parce que justement c'est rempli d'énergie, de sucre. Ces quartiers possèdent des graines. Alors, vous allez me dire, oui, dans celle-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est normal, parce que l'homme sélectionne les plantes qui font le moins de graines possible, mais le plus de jus sucré. Donc, mais dans la nature, normalement, dans chaque loge, il y a au moins 1 à 2 graines. Donc en fait ici, la clémentine est constituée de différentes loges qu'on appelle des carpels. Et chaque carpel contenait un ovule ou 2 ovules qui se sont développés pour donner les graines. Et les carpels se sont remplis de réserves d'énergie sous forme de pulpe sucrée qui sert principalement à attirer les animaux capables de transporter les graines. D'accord? Cette réserve d'énergie-là ne sert pas à la graine. La graine est indépendante. Alors la tomate que vous appréciez et que vous appelez un légume parce que vous la mangez de manière salée,
La tomate possède une petite cicatrice ici, elle était attachée à la plante. En fait, c'est un fruit, hein. Donc, si je coupe en deux cette tomate, je vais observer, regardez bien, une partie avec des graines et une autre partie avec des graines. Donc, comme dans le cas de la clémentine, j'ai deux loges qui contiennent des graines. C'est ce qu'on appelle des carpelles. J'ai donc bien ici un pistil qui a été transformé en fruit. Donc, à retenir, ce que vous appelez un légume, c'est un terme de cuisine. C'est une partie d'un végétal que vous mangez de manière salée. Ça peut être un fruit comme les tomates, les aubergines, les concombres. Ça peut être des feuilles comme les épinards, les salades, les côtes de bête. Ça peut être des tubercules comme les pommes de terre. Ça peut être des racines comme les carottes. Ça peut être des bulbes comme les oignons. Ça peut être plein de choses.